Mesdames et messieurs, avant l'allocution de Jean-Marie Le Pen, notre président d'honneur va remettre 2 flammes d'honneur à 2 militants particulièrement méritants. Monsieur Jacques Mariès, j'appelle son épouse Artemisa Mariès sur le podium, et le général Henri Wolfeguer. Jacques Mariès étant actuellement souffrant, mais ce n'est pas grave, c'est son épouse Artemisa qui va se voir remettre la flamme d'honneur bronze. Je rappelle les états de service de Jacques Mariès. Professeur agrégé des universités, capitaine de frégate dans la Marine nationale, soit Saint-Galon-Panaché, pour ceux qui connaissent, le mérite militaire, les palmes académiques. 3 fois refusé à l'ordre national du mérite pour cause d'appartenance au Front National. C'est la démocratie française. Première adhésion au Front National en 1978, lors de la venue de Jean-Marie Le Pen à Toulouse, Gilbert Saint-Cyr étant le secrétaire départemental. A ouvert la première permanence du Front National 31 rue Parc-Aguilère. Il a payé avec ses propres deniers l'entretien et le loyer de cette permanence. Ce local a été dynamité au cause du Front National en 1980. Candidat de nombreuses élections, dont l'actuelle municipale de Toulouse, sur notre liste de Toulouse-Bleu Marine, il ferme la liste étant le 69e sur notre liste. Artemisa est tout autant méritante que son mari et elle peut recevoir cette flamme au nom de Jacques Mariès. Artemisa souhaite vous dire quelques mots au nom de Jacques. Mon mari a beaucoup regretté de ne pas pouvoir être là et il a rédigé de sa main ce petit mot qui me gêne un peu au début, mais voilà, je le lis parce qu'il aurait voulu s'adresser quelques paroles, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour moi de recevoir aujourd'hui la flamme du Front National, les mains de notre fondateur, par la personne interposée de mon épouse, alors qu'une bronchite tenace le retient au lit. Mais cette femme, elle aurait mérité autant que moi. Quant à moi, j'ai adhéré vers 1978 au RN, alors qu'il était magnifiquement présidé par Jean-Marie Le Pen, ici présent. À l'époque, j'ai approuvé ces idéaux 100%. Il s'agissait de rebâtir la France sur des bases chrétiennes et sensées, j'ajoute, sur la loi naturelle qui transcende toute loi humaine. Comme d'ailleurs l'a dit Marie Le Pen, il serait dommage que ces idéaux soient abandonnés à des fins électoralistes. Ce serait une erreur morale et tactique. Nous rejoindre par l'un des autres partis. J'ai terminé. Vive Jean-Marie Le Pen, vive le Front National, vive la France éternelle. Le Front National, en fond, pour votre mari et pour vous. Le général Henri Marcel Wolfeguer. En 1942, il rejoint les chantiers de jeunesse en Tunisie. 1944, il entre à l'école d'officiers de Cherchell. 1946, il est officier au 8e régiment de tirailleurs tunisiens. 1947, premier séjour de 33 mois en Indochine. 1950, deuxième séjour en Indochine, rapatrié au Val-de-Grâce suite à une blessure au combat. 1953, affecté à Oran.
De 1954 à 1961, la guerre d'Algérie. 1980, il est élevé au grade de général. 8 citations militaires, commandeur de la Légion d'honneur, 2 blessures au combat. A milité au Front National de Perpignan, aux côtés du capitaine Pierre Sergent. Il a été candidat Front National à Pyrénées-Orientales. Le général Leclerc a été conseiller municipal Front National à Perpignan. Il a rejoint Toulouse, où il milite depuis au Front National de la Haute-Garonne. Depuis 2010, il est vice-président du Cercle national des combattants. Au-delà de très nombreuses citations et décorations, la flamme d'argent du Front National, puisque vous êtes déjà, si j'ose dire, chevalier en quelque sorte. Il y a dans cette salle 600 soldats du Front National. Je les soutiens de tout mon cœur dans la bataille qui les attend. Mesdames, Messieurs, chers amis du Front National, bonjour et bienvenue dans cette salle Jean-Mermoz. Et puis bien sûr, bienvenue à notre président d'honneur, Jean-Marie Le Pen. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, à notre traiteur et à son équipe, à Claude François, à la société Toulouse Events chargée de la sonorisation et des projections, au personnel municipal, à notre DPS, et puis merci aux journalistes qui vont couvrir cet événement avec honnêteté. J'espère. La présomption d'innocence. Comme d'habitude, lorsque nous organisons une réunion politique à Toulouse, les manifestations de haine et de violence tentent de nous intimider à grand renfort de hurlements et de grossièreté. Il y a actuellement des manifestants en ville, il y a le SCAL, les Antifa, les LGBT, les non-passaran, la LICRA, le BRAP, SOS Racisme, France Plus et les partis politiques comme le parti Les Verts, Europe Écologie. Merci à tous ces groupuscules républicains, démocrates et citoyens pour la publicité qu'ils nous font. Comme à l'habitude, ils n'ont pas empêché notre réunion de bien se passer et comme d'habitude, comme on aurait dit là-bas, ils ont fait le choix. Avant de passer la parole à notre président, je voudrais résumer devant vous la situation de notre ville, de notre département et de notre région et vous inviter à découvrir notre projet municipal pour Toulouse sur Internet. Vous tapez Google, FN31, municipal et ensuite vous trouverez vous savez. Ici, comme partout en France, nos compatriotes souffrent de l'insécurité, du chômage, de la pauvreté, du fiscalisme, de l'immigration, de la perte d'identité, de la tiers-mondisation, de l'effondrement de notre agriculture et de notre industrie traditionnelle. Non, il ne s'agit pas là de catastrophes naturelles et inévitables, comme les inondations ou les tempêtes. Cette situation n'est que la conséquence des politiques irresponsables, aberrantes et anti-françaises menées depuis 40 ans au gouvernement comme dans ses relais locaux, par les politiciens incapables, prétentieux et corrompus de l'UMPS, tous responsables et tous coupables. Non seulement ils marchent sur la tête, mais en plus ils nous expliquent que c'est comme ça qu'il faut marcher. La sécurité, première des libertés, est fondamentale dans tout pays civilisé.
la sécurité première des libertés, droit fondamental dans tous les pays civilisés, elle n'est plus assurée. L'insécurité est partout. La rue, l'école, les commerces, les maisons, les transports, partout aussi bien dans nos villes que dans nos villages et nos campagnes. Vandalisme, vol, cambriolage, incendie de voitures, caillassage, trafic de drogue et d'armes, braquage, viol, profanation d'églises et de cimetières, pédophilie, crimes et assassinats se multiplient. Que fait le maire de Toulouse et son ministre, M. Valls? M. Valls est venu il y a quelques jours à Toulouse, non pas pour s'occuper de l'insécurité, mais pour dire que son grand combat était contre le racisme et l'antisémitisme. Ces deux combats sont sans objet. La France est le pays le moins raciste et le moins antisémite du monde. Mais comment en est-on arrivé à cette situation-là? Les gouvernements UMPS, dont messieurs Cohen et Moudin sont les représentants officiels à Toulouse, ont abattu progressivement toutes les barrières qui protégeaient les honnêtes gens. Ils ont supprimé la peine de mort, la perpétuité, la Cour de sûreté de l'État, l'inculpation, la légitime défense, et maintenant avec Christiane Taubira, on supprime la prison pour les condamnés à moins de 5 ans. Remarquez, on comprend un petit peu, Madame Taubira, c'est une bonne maman, elle a son fils en prison à Strasbourg pour trafic de drogue. Et même certaines mauvaises langues vont jusqu'à dire qu'elle emprunte les jets et les hélicoptères de la République pour rendre visite à sa chère petite tête blonde, à nos faits donc. Nous proposons dans nos programmes municipaux un certain nombre de mesures de bon sens. Le maire étant, dans sa commune, officier de police judiciaire. La tolérance zéro. Tous les crimes et délits doivent être punis. Pilotage par des forces de police renforcées, armées et entraînées. Une vidéosurveillance aux points sensibles, écoles, bouches de métro, quartiers difficiles. Nous proposons à Toulouse la création de l'Office des victimes qui accueillerait, défendrait et prendrait en charge toutes les victimes d'agression, tant sur le plan moral que pécuniaire et juridique, jusqu'à leur dédommagement complet. De plus et surtout, les forces de l'ordre doivent être soutenues et protégées dans leurs missions difficiles. Alors qu'actuellement, lorsqu'un policier tente d'arrêter un voyou, c'est le policier qui se retrouve en prison. Il faut remettre les choses à l'endroit. La peur doit changer de camp, mais ce ne sont ni M. Cohen ni M. Moudin qui le feront, car on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Autre sujet important de notre projet pour Toulouse, la famille. Attaquée de toutes parts par les forces de démolition à l'œuvre au gouvernement et bien sûr secondée par ses élus locaux. Mariage homosexuel, gestation pour autrui, procréation médicale assistée, ABCD de l'égalité, théorie du genre. Ça suffit. Nous ne nous laisserons pas rééduquer, nous ne laisserons pas laver le cerveau. Nos enfants et nos jeunes sont fragiles. Ils sont en première ligne face à la violence, la drogue, le racisme anti-français, les sectes et maintenant depuis peu les recruteurs du djihad, capitale Toulouse. Dans les mairies, nous protégerons l'école de tout endoctrinement, qu'il soit socialiste, islamiste ou d'un autre genre. Nous veillerons à la neutralité de l'enseignement. Non, monsieur le ministre, les enfants appartiennent à leurs parents, non à l'État. À l'État, l'instruction, à la famille, l'éducation. Non sur les formulaires aux parents numéro 1 et parents numéro 2. Oui au père, oui à la mère. Nous défendrons dans les écoles et les cantines les menus et traditions de chez nous. Non au halal, oui à la saucisse de Toulouse. Oui au Père Noël, oui à l'arbre de Noël, oui à la galette des rois qui sont supprimées dans certaines écoles. Non aux vacances de printemps, oui aux vacances de Pâques.
À Toulouse, une des plus mauvaises villes pour la circulation, les embouteillages et le stationnement, nous nous opposerons à l'autophobie instaurée par M. Cohen, qui a déjà supprimé 4000 places de parking et 70 km de voies pour les voitures, et qui a rendu nos parkings les plus chers de France avec Paris. Les différents modes de déplacement doivent cohabiter harmonieusement, les voitures, les bus, les deux roues, les piétons, et on doit respecter la liberté de chacun. Celui qui veut prendre sa voiture parce qu'il a des courses lourdes à faire, celui qui veut aller à pied, on ne doit pas imposer le tout autobus ou le tout tramway. De plus, Toulouse est la seule grande ville à avoir des péages autoroutiers à ses portes mêmes. Il faut repousser ces péages d'environ 20 km, comme dans les grandes villes voisines, Bordeaux ou Montpellier. C'est dommage que Toulouse ne soit pas en Corse, parce que le problème de ces péages aurait déjà été résolu. Notre ville et notre région subissent une très forte immigration. Au siècle dernier, nous avons accueilli de nombreux Espagnols, Italiens, Portugais, Polonais, qui furent une véritable chance pour la France. Ces populations de culture et civilisation proches de la nôtre se sont parfaitement intégrées et nous ont enrichis. Ils ont servi notre drapeau, ils ne l'ont pas brûlé sur la place du Capitole. Ils ont chanté la Marseillaise, ils ne l'ont pas sifflé. Certes, on a parfaitement le droit de penser que l'immigration actuelle apporte des bienfaits, du sang neuf, une forte natalité, une religion dynamique, de nouveaux modes de vie et de pensée, des mœurs, des voies et des coutumes enrichissantes. On a le droit d'appeler de ses voeux une société multiculturelle et pluriethnique, mosaïque de communautés, ayant chacune ses lois, sa langue, ses coutumes. Mais dans une France où devrait régner la liberté de pensée et d'expression, on a aussi le droit de se poser certaines questions sur l'immigration actuelle, de chérir une certaine idée de la France millénaire, de défendre son identité et sa religion, sa culture, sa langue, son histoire, ses lois et ses mœurs. Nos listes sont les seules à représenter et défendre les Français qui refusent le communautarisme, le changement de notre identité et l'obligation de nous adapter à des lois, mœurs et coutumes étrangères. Nous représentons les Français excédés de constater qu'on offre des retraites, des soins gratuits via la CMU et l'AME, des logements à des gens qui n'ont ni travaillé ni cotisé en France. Nous n'acceptons pas qu'on salarie des clandestins et des demandeurs d'asile via l'ATA, ATA, pendant des années, qu'on loge des Roms dans des hôtels 3 étoiles, le tout auprès des Français de plus en plus pauvres et de plus en plus écrasés d'impôts. Les emplois, les logements, les bourses, les crèches, les aides sociales devraient être attribués en priorité aux familles françaises. En ce qui concerne la culture, qui n'est souvent qu'un moyen de propagande et d'achat d'une clientèle électorale, la mairie de Toulouse, sur un budget annuel de 803 millions d'euros, distribue près de 80 millions par an sous forme de subventions à diverses associations, dont 375 sont dites culturelles, mais elles ne sont souvent que des associations lucratives sans but. Nous saurions faire là des économies substantielles qui permettraient de baisser la fiscalité municipale. Nous refusons le financement de la maison LGBT, qui veut dire lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Nous ne financerons pas le festival du film lesbien, ni les musiques rock, rail ou techno, et nous ne subventionnerons bien sûr pas les associations communautaires. Sur un autre plan, notre maire actuel, M. Cohen, veut terrasser le chômage. Il propose 300 emplois d'avenir. Je ne sais pas quel avenir. Dans les secteurs associatifs et des services. C'est peu devant les 30 000 chômeurs recensés à Toulouse. Ce qu'il faut pour notre pays, c'est une politique qui relocalise les emplois en France, une économie de production de richesses, notamment dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture.
Et puis, pour ces grands travaux, M. Cohen aurait pu éviter le chômage de 3000 employés du BTP dans notre région s'il avait confié ces grands travaux à des entreprises françaises. Il aurait pu aussi faire venir ses pavés du Silobre, voisin en grande difficulté, plutôt que de Chine et d'Angola. Et pour l'écologie, puisqu'il y a des écologistes dans l'équipe de M. Cohen, pour l'écologie, j'ai fait un petit calcul, j'aime ça, je suis un peu mathématicien. Pour faire venir ces pavés, les bateaux ont consommé 5 millions de litres de fioul. Bravo pour la protection de l'atmosphère de ces panneaux de l'écologie. En ce qui concerne le budget et les finances municipales, vous trouverez dans notre projet Toulouse l'analyse détaillée des dépenses que nous avons trouvées dans les derniers budgets. Je ne ferai pas devant vous un étalage de chiffres, mais vous verrez nos propositions pour réduire 20% des dépenses en supprimant les dépenses inutiles, voire nuisibles, et en agissant sur les devis souvent archi-facturés, comme celui du futur parc des expositions d'Aussonne. Sa construction coûterait 10 000 € le mètre carré. Mais là, il doit être plaqué en or, ce parc des expositions. 3 fois au moins le prix du marché. Les études préalables s'élèvent à 68 millions d'euros. C'est du papier et des ordinateurs. Et ces études ont été confiées à un bureau d'études hollandais basé à Londres. Bravo pour la défense de l'économie toulousaine. En résumé, pour conclure sur ce chapitre des finances publiques, en plagiant le président Reagan, je dirais: nous voulons que l'État descende de notre dos et sorte sa main de notre poche. Avant de passer la parole à notre président d'honneur, je rappellerai, surtout aux plus anciens d'entre nous, quelques souvenirs. Cette salle porte le nom de Jean Mermoz, ce pionnier de l'aviation, jeune, beau, souriant, idole de tout un peuple qui le surnommait l'Archange. Pilote de guerre puis pilote de ligne chez la TER à Toulouse. Avec Guillaumet, il fut le pionnier de la ligne Rio de Janeiro-Santiago du Chili, en Breguet 14, par-dessus la Cordillère. Le 6 décembre 1936, il disparaissait à bord de son hydravion La Croix du Sud, fabriqué à Toulouse, dans l'Atlantique, avec ses 3 compagnons, Pichaudou, Aizan et Lavidali. Peut-être victime d'un sabotage, car il dérangeait beaucoup le Front populaire à l'époque, avec sa morale du patriotisme, du dépassement de soi et de l'héroïsme. Et puis lui, avec le colonel de la Roque, il avait fondé le Parti social français. Quelques souvenirs partagés avec Jean-Marie Le Pen et d'autres sur cette salle. Nous l'avions réservé pour un meeting du Front National dans le cadre des élections législatives de 1986 pour y accueillir Jean-Marie Le Pen. La salle a été dynamitée, cette salle, et il y a eu pour plusieurs millions de francs de réparation. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est refaite et qu'elle est si belle. Nous avons dû donc louer un chapiteau pour tenir notre meeting au bord de la Garonne. Dans cette salle, nous avons tenu de nombreuses réunions avec Jean-Marie Le Pen. Nous avons commémoré le baptême de Clovis en 1981, le millénaire capétien en 1987, en 1989 le sacre d'Henri IV, un des plus grands hommes politiques français, et puis un homme éminemment sympathique et bien chez nous. Nous avons aussi invité pour une conférence le commandant Élie Benoît de Saint-Marc, récemment décédé, qui fut un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu des camps de la mort, il pesait 35 kilos. Il est revenu des camps de guerre, il pesait aussi 35 kilos. Il a été le commandant du premier régiment de notre président en Algérie. Et il a été condamné à mort par le général de Gaulle, puis gracié. Quand je pense au Front National et à Jean-Marie Le Pen, c'est le privilège de l'âge. J'ai, comme disait le poète Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Mais mon souvenir le plus fort, peut-être, est relatif à une grande convention nationale à Nice. Nous venions de réélire Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. Il nous remercia et termina son allocution par une citation d'un général français mort à 20 ans face à l'ennemi, et qui disait à ses soldats avant la bataille: si j'avance, suivez-moi. Si l'on me tue, vengez-moi.
Si je recule, tuez-moi. Eh bien, Jean-Marie Le Pen, nous n'avons pas eu besoin de le tuer. Il n'a jamais reculé. Et Paris ne reculera jamais non plus. Nous tous ici heureux jusqu'à la victoire finale pour arracher la France à sa décadence et la remettre sur le chemin de la Renaissance. Cher Président, je vous fais la parole. Merci mon cher Serge d'avoir évoqué ces longues années de combat commun. Toi qui veux transformer les Toulousains en Toulousains. Écoutez, bon, je ne vais pas vous accabler sur les traits d'humour. Je sais qu'en début de discours, c'est toujours un peu difficile, mais si vous me permettez, puisque nous sommes à l'orée du printemps, je vais vous dire un petit poème pour commencer, qui est de Charles d'Orléans, probablement le premier poète français de souche, si j'ose dire, puisque la première poétesse française était en fait une immigrée, c'était Christine de Pisan, qui, comme son nom l'indique. Et Charles d'Orléans, prisonnier pendant de longues années de nos amis anglais, ça aussi, ce n'est pas original, et a fait ce petit poème de printemps. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est couvert de broderies, de soleil riant, clair et bon. Il n'est ni bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent d'orfèvrerie. Chacun change de vêtements, le temps a laissé son manteau. Je dis cela parce que nos générations modernes pensent que la vie peut se résumer au matérialisme qu'on leur a enseigné dans les écoles et les universités. Mais l'homme, c'est bien autre chose. Il n'a pas seulement le désir de jouir de la vie, c'est un souhait tout à fait respectable, mais il est aussi autre chose. Il est un esprit, il est une âme. Et un peuple, c'est le rassemblement non seulement des électeurs et des électrices, mais aussi des âmes et des esprits, non seulement ceux de la génération vivante, mais aussi ceux des générations qui nous ont précédés et qui ont contribué par leurs efforts, par leurs sacrifices, à avoir le statut qui est le nôtre, celui d'un pays encore libre et relativement prospère. Et puis, c'est aussi l'âme de ceux qui viendront de nous, qui viendront de nos enfants, de nos petits-enfants, et qui continueront la longue saga de la France, qui est, comme vous le savez, l'une des deux nations les plus anciennes du monde. Et justement, en un moment où chacun est saisi par le doute du destin de notre peuple, où l'angoisse peut légitimement saisir les uns et les autres dans la perspective de tous les échecs que nous subissons et qui nous conduisent tout à fait évidemment sur une voie mortelle, n'oubliez jamais que nous appartenons à un peuple qui, dans son histoire, a parfois failli disparaître et qui a connu des sursauts providentiels. Il y a des moments dans l'histoire de France où on ne s'y attendait pas et brusquement tout est reparti d'un seul élan, et cela, je crois, que c'est aujourd'hui le Front National qui incarne cette espérance. Certes, on dit un hommage émouvant à celui qu'on surnommait l'Archange, le très bon garçon qui était le pilote mort en 1936 et dont cette salle porte le nom Jean Mermoz.
Et j'y associe d'ailleurs le nom de son navigateur, car son navigateur aisant était comme moi de la Trinité-sur-Mer. C'est lui dire que nous avons un petit lien avec cette croix du Sud, cette ligne mythique sur laquelle, je crois, le premier pilote était tombé, s'appelait Ponce. Ponce a été le premier pilote à tomber sur Dakar-Natal. Ligne absolument mythique de la conquête aéronautique de la France qui a occupé et qui occupe encore tout de même dans cette science et cette activité une place de premier plan, dont d'ailleurs Toulouse est le lieu privilégié, puisque l'aéronautique connaît, Dieu merci, de beaux jours chez vous, et que le nom de la France y est très largement associé. Oui, c'est vrai que l'aéronautique, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle compta de très nombreuses femmes pilotes, Arlise Bastier, Hélène Boucher et beaucoup d'autres, qui illustrèrent déjà, sans qu'on parle de parité, eh bien, le rôle que les femmes jouent dans notre conception de la civilisation, c'est-à-dire à nos yeux, forcément, la première, puisque nous sommes les fils de Marie aussi. Bon. Et donc, la femme, chez nous, a toujours été considérée comme un être digne, non seulement de respect, mais aussi d'amour. Et qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit grand-mère, qu'elle soit une vieille dame, elle mérite toujours notre attention et notre sympathie chaleureuse. Vous savez, il y a une chose qui est remarquable au Front National. Et ceux qui viennent d'y entrer, et que je salue d'ailleurs, comme je salue tous ces héroïques candidats à la mairie de leurs différentes communes, eh bien, ils apprendront qu'il y a au Front National une dimension particulière, une dimension affective qui n'existe pas dans les autres partis, qui sont des rassemblements, des coalitions d'ambition, et qui n'ont pas entre eux cet inestimable trésor qu'est le fait d'avoir souffert ensemble. Parce qu'à la vérité, la souffrance et le deuil rapprochent plus les êtres que ne le font le plaisir, la joie ou le succès. Et c'est parce que pendant des décennies, nos amis, les militantes et les militants du Front National ont lutté, ont souffert. Je sais ce qu'a coûté à beaucoup d'entre nous et à beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont disparus d'avoir fait le choix lucide et courageux de se mettre au service d'une patrie que tout le monde reniait. Ils ont subi dans leur métier, dans leur profession, quelquefois dans leur famille, dans leur ménage même, des dégâts irrépressibles. Eh bien, ils sont restés fidèles. En tous les cas, pour ceux qui sont restés fidèles. Oh, pardonnons à ceux qui ont lâché la corde parce que leurs mains étaient trop faibles ou leurs muscles fatigués. Ceux qui, à bout de souffle, ont posé le sac. Mais honneur à ceux qui ont continué à marcher, même en titubant de fatigue, sur la route, les yeux levés vers le ciel et le cœur plein d'espoir. Je dois vous convier en ce jour qui est l'un des derniers de cette campagne municipale, à laquelle j'ai, je dois le dire, beaucoup participé, n'étant pas candidat moi-même. Je fus élu, je pense que c'est en 83, conseiller d'arrondissement du 20e arrondissement de Paris, et cette élection fut en quelque sorte l'hirondelle qui annonçait le printemps du Front National. C'était en 83,
elle allait être suivie d'un succès qui avait fait 12% à Paris. C'était absolument à ce moment-là impensable et inespéré. Et puis, dans le Morbihan, dont je suis originaire, dans une élection législative partielle, j'avais fait 12% aussi aux élections législatives. Et puis, à Dreux, au mois de septembre, l'ami Stirbois, lui, avait fait 17%. C'était le début de la Renaissance. Et l'encouragement qui nous était donné, en 84, nous passions 10 députés européens lors de l'élection européenne, qui est une de celles qui nous apporte des chances et qui, je crois, dans 2 mois, nous portera encore une chance. Je suis sur les routes depuis le mois de septembre et j'ai visité, je crois, maintenant vous êtes parmi les derniers, je ferai encore Nice et Cannes, mais je crois peut-être la 50e fédération du Front National dans laquelle je réunirai l'ensemble des candidats et des militants pour les encourager dans la bataille municipale. Parce que cette bataille municipale est l'une des plus essentielles de notre histoire. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas une élection ordinaire. Bien sûr, vous êtes préoccupés, c'est naturel. Il est normal que l'on ait le souhait de vivre de la manière la plus agréable, ou en tous les cas la plus sûre, la moins pénible possible dans la ville que l'on occupe ici. Et si on peut jouer un rôle, si modeste soit-il, dans la désignation des responsables, il faut le faire. Il n'y a qu'un seul crime, c'est de s'abstenir, c'est de ne pas faire. Il ne faut jamais être absent, il faut toujours être présent, il ne faut jamais partir, il faut toujours rester, il faut s'accrocher. Pourquoi est-ce que cette élection est très importante? C'est parce que la situation de la France est dramatique. Elle est encore plus dramatique que ne l'imaginent les Français. Même si, dans leur fort intérieur, par instinct, ils le pressentent. C'est vrai que jamais sans doute les courbes qui signifient les différentes activités françaises n'ont été aussi systématiquement dans le mur. Et apparemment, tout semble perdu. Et nous sommes probablement le seul espoir de notre pays. Vous savez, l'un des compliments auxquels j'ai été le plus sensible, c'est quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Monsieur Le Pen, Monsieur le Président, je ne sais pas si nous gagnerons, peut-être, et je le souhaite, mais ce dont je vous remercie, c'est pendant toutes ces années de nous avoir donné l'espoir, car ça nous a aidés à vivre. Nous avons une réputation de succès. Alors, pourquoi cette élection? C'est la première d'une série d'élections qui doit conduire, j'en ai le sentiment profond, à l'élection de Marine Le Pen en 2017. Mais je ne voudrais pas que cette élection se fasse dans une France ruinée et dévastée. Ce qui est en train de se préparer. C'est pourquoi chacune des échéances électorales que nous allons rencontrer sera pour nous une occasion de nous opposer à la décadence, de freiner la descente aux enfers, et les municipales sont la première de celles-là. Donc c'est un devoir de remporter avec nos 597 candidats et 21 000 candidats. Nous présentons 21 000 personnes sur nos listes, hommes et femmes. Et ce sera, je pense,
la première hirondelle, celle qui annoncera le printemps, puisqu'aussi bien aux élections européennes, et j'en parle à l'aise puisque je ne suis pas ici sur mon territoire, c'est celui de M. Alliot. Moi, je suis tête de liste dans la région d'à côté, qui est Rhône-Alpes, PACA et Corse. Vous savez, ce découpage qui avait été fait par nos adversaires pour faire ressembler la France aux Länder allemands. Vous savez, avant cela, il y avait une liste nationale et nous étions des députés français au Parlement européen. Et depuis, et à cause de ça, on dit que nous sommes des députés européens de telle circonscription. La mienne, d'ailleurs, va de Bonifacio, au sud de la Corse, à Bourg-en-Bresse. Dans la, vous voyez, elle rapproche des électeurs de l'élu. Et d'un côté, il y a les Alpes et de l'autre, il y a le Rhône. Alors celle de notre ami Alliot, elle commence à la Méditerranée et elle se termine en Atlantique. On ne sait pas non plus, il va avoir du mal. Mais dans cette élection européenne, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Mais pour une fois, les sondages disent que nous risquons d'arriver en tête devant l'UMP et devant le PS. Non seulement d'avoir un groupe important de députés français eurosceptiques, mais d'avoir surtout de constituer un grand groupe au Parlement européen capable de s'opposer aux dérives fédéralistes et de causer le changement radical, parce que j'ai vu les titres des programmes de l'UMP et du PS, ils sont comme tout d'ailleurs interchangeables, superposables, c'est une autre Europe, pour changer l'Europe. Nous, à la limite, s'il le faut, c'est pour partir d'Europe. Pourquoi? Parce que l'appartenance à l'Union européenne nous tient absolument comme un laçon, comme des menottes que nous avons aux mains et aux pieds, puisque en particulier, entre autres, c'est elle qui nous a obligés à supprimer nos frontières et à nous livrer pieds et poings liés à la concurrence internationale, une concurrence internationale que nous ne pouvons pas supporter, puisque nous n'avons pas les mêmes coûts de production, nous n'avons pas les mêmes coûts sociaux, salariaux, environnementaux, fiscaux que les autres pays. Donc nous sommes condamnés à perdre les uns après les autres tous nos marchés d'exportation, bien sûr. Et ceux qui vous disent le contraire vous mentent, puisque en 20 ans, nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel. Et que nous risquons de perdre le reste dans les années qui viennent, que nous allons même sûrement le perdre si nous restons dans ce carcan. Alors dans ces conditions-là, il convient que nous retrouvions les moyens de notre responsabilité, de la responsabilité que nous avons de notre propre destin, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Or, à ma connaissance, et d'ailleurs c'est le cas de la plupart des autres pays du monde, eh bien, la nation reste le cadre optimal pour défendre la sécurité, l'identité, la prospérité, la culture, la langue d'un peuple. Et c'est pour cela que nous appelons le Front National et que nous défendons une notion fondamentale qui a été foulée aux pieds par toutes les élites politiques françaises, et pas seulement politiques, depuis quelques décennies. Nous assurerons, nous, la renaissance de notre nation française en fraternelle union, fraternelle, et non pas en union fédérale, avec les nations, non pas seulement d'ailleurs de l'Europe de l'Ouest, mais de ce que j'appelle le continent boréal, l'Europe boréale, qui va de Brest à Vladivostok, et qui comporte bien sûr le Slave, et au-delà, la Sibérie, parce que, je vous le dis, je pense que les Russes, dont je vous rappelle que la population perd 1 million d'habitants par an, 1 million d'habitants par an. L'Allemagne, notre voisin, tant chanté, est un cercueil en or. Et nous-mêmes,
nous n'arrivons pas à maintenir le niveau de notre population, alors qu'il y a un apport de 30% de naissances étrangères dans notre pays, ou dans les lignes étrangères. Voilà la vérité. Alors, mais, je le dis, je pense que la Russie ne pourra pas garder seule l'immense espace syrien, grand espace géostratégique nécessaire à la défense et au développement de nos nations européennes. Mais sans la Sibérie, les nations européennes n'auront pas non plus la capacité de développement, parce que tout nous conduit. L'intérêt, la communauté de culture, la communauté d'espérance, la communauté de civilisation, à nous organiser pour assurer notre défense et notre promotion dans un monde qui va devenir tragique. Je suis désolé de le dire, mais il ne saurait y avoir de thérapeutique efficace si le diagnostic est faux. Il est donc essentiel que nous regardions tous, nous soyons tous capables de regarder la réalité en face pour prendre les mesures qui s'imposeront pour rétablir la santé de notre pays et celle aussi de nos amis européens. Je vais vous le dire, j'ai été pro-européen. Et je vais vous dire, c'était à la sortie de la guerre. J'avais 17 ans en 1945, j'étais pupille de la nation, j'avais vécu la guerre en quelque sorte et ses tragédies de près, et j'espérais qu'on mettrait en place un système, je ne savais pas lequel, qui permettrait aux nations de ne connaître les terribles affrontements qui s'étaient produits au cours du siècle dans la Première et dans la Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale dans laquelle je vous rappelle que la France a perdu 1 500 000 hommes tués et 4,5 millions de blessés. Et la seconde, seulement 700 000, seulement, dirons-nous. Mais évidemment, a aggravé encore la faiblesse de notre pays. Alors j'en étais tellement partisan que je crois avoir été le premier à lancer une opération humanitaire, d'ailleurs, en Europe et peut-être même dans le monde, en 1953, quand, apprenant le désastre qui venait de frapper les Pays-Bas, la Hollande, qui venait d'être ravagée par des inondations géantes et une tempête formidable qui avait mis le tiers du pays sous les eaux, j'avais pris la décision, aidé, il faut le dire, par le président Nelson Toriol de Mulette, à qui j'avais téléphoné de la bistrot, alors que j'étais président d'étudiants quand même. Comme il l'avait été, c'est ce qui a fait que dans le fond, quand j'ai dit je voudrais parler au président de la République, il m'a dit mais qui êtes-vous? Il m'a dit je suis Le Pen, le président des étudiants en droit. Ne quittez pas, je vous le passe. Et j'ai eu Vincent Toriol au téléphone qui m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, président? Alors je lui ai dit, monsieur le président, là, je pense que nous devons, nous, étudiants français, faire un geste, bien sûr qui sera symbolique, au secours de ce pays, comme si nous ressentions que c'était nous-mêmes qui étions touchés par la catastrophe qui le frappe. Il m'a dit, c'est une très bonne idée, mais écoute, je me mets en week-end à Lurette, et je passe la consigne à Pleven, qui était le ministre de la guerre de l'époque, et je dois dire que nous avons eu l'appui du gouvernement français, et 3 jours après, nous étions sur les digues de Hollande pendant 3 semaines, au contact d'une réalité très, très dure, très brutale, et apportant la démonstration de notre sentiment européen. Et puis, en 1957, pourtant, député, j'étais député déjà, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, mais j'étais déjà député. Et j'ai voté contre le traité de Rome, premier des traités européens, qui établissait ce qu'on a appelé le marché commun. On ne savait pas contre le marché commun d'opinion très violente, d'organisation, de commerce, etc. Mais j'avais lu les livres de M. Koudenov-Kalergi et de M. Monet, qui étaient les promoteurs de cette politique. Et j'y avais lu que
cette démarche était la première de celles qui allait conduire dans un processus qui durerait un certain temps les États-Unis d'Europe à l'instar des États-Unis d'Amérique. Et cette idée me paraissait non seulement folle, mais criminelle, parce qu'il n'y avait évidemment rien de commun entre la Floride et l'Espagne, entre le Connecticut et la Belgique, ou entre l'Oregon et l'Allemagne. C'était des réalités totalement différentes, alors que nos nations étaient des vieilles nations historiques, constituées culturellement, diversifiées, et donc, personnellement, je ne souhaitais pas l'uniformisation, car je hais cette uniformité que l'Europe veut nous imposer. Sachez que quand même, on a failli avoir le fromage, un fromage européen, mais alors celui-là, sans bactéries, hein, sans problème, sans risque sanitaire, c'était le Bouddha, vous savez, le fromage avec une enveloppe rouge, là. Bon, c'est pas si mauvais que ça, mais enfin, c'est incolore, inodore et sans saveur. Enfin bref, c'est ça, et bien ça, c'est l'Europe. Jusqu'au moment où on nous imposera, le chien européen unique. Ah oui, il faut tout unifier, là. Je sais pas, il y aura une tête de Doberman, une queue de lévrier, des pattes de basset, ça sera un monstre. Et c'est un monstre que l'Union européenne est en train de fabriquer. J'en témoigne, je suis un homme de bonne volonté. Si j'avais trouvé des raisons de changer d'opinion sur le sujet, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Il y a 30 ans que je suis au Parlement européen. Et en plus, je vais y retourner. En même temps que le patron ne me rappelle pas son livre, bien sûr. C'est toute la grâce que je vous souhaite. Et que je vous souhaite peut-être pas tous. Bon, voilà. Alors, j'ai pu voir que se constituait assez naturellement, d'ailleurs, à partir d'un noyau de fonctionnaires internationaux, croyez-moi, très grassement rémunérés, une espèce de monstre, une espèce de dictature qui ne dit pas son nom, et qui nous imposait une volonté qui n'était pas sortie, elle, des urnes. Savez-vous, mesdames et messieurs, chers compatriotes, que 80% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas votées par l'Assemblée nationale, par les députés français? Ce sont des lois qui viennent de Bruxelles et de Strasbourg et que le gouvernement français consigne. Il est bien obligé de le faire. Il n'a pas la possibilité d'en changer. Alors, nous voulons redevenir les maîtres chez nous. On dit, mais oui, vous vous rendez compte, vous serez un petit pays. Vous rigolez. Il y a combien de temps qu'il y a l'Union européenne? Nous avons vécu des siècles. Et la petite Suisse vient de nous montrer où se trouvait la Russie. Je viens de lire d'ailleurs le livre de Oscar Fressenberg qui s'appelle La frontière. La frontière. Or, nous sommes, nous, maintenant, un pays sans frontières. Sans frontières, c'est-à-dire sans la capacité de dire qui peut entrer ou ne pas entrer chez nous. Est-ce que les promoteurs de cette idée lumineuse accepteraient, eux, dans leurs beaux appartements du 16e arrondissement, d'ouvrir leurs portes et de laisser les gens circuler chez eux, s'asseoir à leur table, aller dans leur lit, taper dans leur caisse? Bien sûr que non. Ça, c'est pour nous, ça. Pour eux, il n'en est pas question. Eux, ils s'organisent dans des villages protégés, avec des gardes, des gardiens, des chiens, etc. Et nous, alors, et le peuple français, avec ses 8 millions de pauvres, avec ses 9 millions de chômeurs, qui glissent progressivement aux abîmes, au moment où le monde entier s'apprête à brûler et à déclencher le torrent migratoire, qui vont s'ajouter, car, mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure à la conférence de presse, nous ne savons pas combien sont entrés d'étrangers dans notre pays depuis 40 ans.
l'INSEE, qui minimise toujours les chiffres, organisme officiel, dit 12 millions. Et Azouz Begag, qui est un ancien ministre, dit, à mon avis, il y a 15 à 20 millions de musulmans en France. Je ne sais pas où est la vérité. Ce que je sais, c'est qu'on nous la cache. Que le mensonge est le mot-clé de la politique française comme le message de la France. Nous ne nous avons pas menti sur la sécurité. Nous venons d'apprendre que 130 000 faits délictuels avaient été classés en quelque sorte comme contravention. À cause des chiffres, il fallait faire attention, il ne fallait pas que ça monte. Or, ça montait car l'insécurité n'a cessé de monter. Et ces phénomènes sont tous en interaction, ils se tiennent tous les uns les autres. Or, mesdames et messieurs, on le sait, l'immigration nous ruine. Nous ruine. L'autre jour, M. Montebourg, il faut bien le dire, est un zigoto. Le ministre du développement improbable, je ne sais pas comment ça s'appelle, a dit l'immigration, contrairement à ce que dit M. Le Pen, ça rapporte 20 milliards par an. Autrement dire qu'on ne connaît pas. Alors là, c'est tout, on est sorti d'affaire. Or, l'immigration, selon les spécialistes, c'est entre 80 et 100 milliards par an. Une des raisons principales de nos déficits est dans le fait que nous avons accepté et continuons d'accepter à la cadence de 200 à 300 000 entrées, sans parler des naissances qui se font sur notre territoire et qui évidemment alourdissent autant qu'un enfant, mesdames et messieurs, dans un pays qui depuis des années compte des millions de chômeurs. Que peuvent espérer les gens qui viennent? Eh bien, ils espèrent être assistés. Et c'est ce qu'ils sont. Puisque ils n'ont pas avoir un peu c'est ce qui explique d'ailleurs l'hostilité du grand patronat à l'égard du Front National, que M. Pompidou avait en son temps assez ingénument révélé que s'il était pour l'immigration, c'était avant 1974, eh bien, c'est parce que ça pesait à la baisse sur les salaires des travailleurs manuels. Nous étions déjà en parfaite contradiction, car le Front National était le seul mouvement politique qui souhaitait que soit revalorisé le travail manuel par rapport au travail dit intellectuel. Oui, nous pensons qu'il fallait revaloriser le travail manuel. Alors, nous apportions la démonstration que l'augmentation du salaire d'un travailleur national coûtait beaucoup moins cher que le paiement d'un bas salaire à un étranger que l'on devait loger, nourrir, éduquer les enfants et soigner dans nos hôpitaux. Car tout ceci, bien évidemment, coûte une fortune. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique, ou même il ne faudrait pas être sorti de l'ENA pour ignorer une chose aussi évidente que celle-là. Puisque quelqu'un qui rentre chez nous, d'ailleurs, il va bénéficier tout de suite d'avantages incroyables. Mais savez-vous qu'un étranger qui rentre en France au-dessus de 65 ans touche automatiquement une pension de 750 € par mois? Alors que nous avons des pensions d'agriculteurs et d'artisans qui ont versé toute leur vie, ils sont très largement inférieurs à ça. Alors il s'agit. Quelle est la volonté qui se cache derrière tout cela? Ça ne peut pas être seulement la bêtise, parce qu'elle est tellement évidente qu'à un moment donné, on doit changer. Non, je pense que c'est délibéré. Savez-vous que les Français, non seulement n'ont pas la priorité pour le logement, c'est interdit. Je rappelle même que Mme Maigret fut condamnée pour avoir donné une subvention familiale à une famille française de souche. Elle a été condamnée en correctionnelle. La priorité, la préférence nationale est interdite en France. Donc, prenons un cas concret.
entre Vitru, qui attend son HLM depuis 10 ans, avec sa femme et ses 2 gosses, et la famille kurde, qui arrive en chemise avec 5 enfants, c'est la famille kurde qui aura, selon nos lois, qui aura l'appartement. Ce sont des lois françaises, ce sont celles qui sont votées depuis 40 ans par l'UMP et par le PS. Si vous voulez dire l'un dans l'autre. Alors, c'est la situation actuelle, bien sûr, et ça entraîne toutes les difficultés que l'on sait. Concrètement, dans nos écoles, la présence de gens d'origine étrangère, encore une fois, pour lesquels je n'ai aucune antipathie, et je répète ce que j'ai dit pendant 40 ans. Vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Les seuls responsables de cette situation sont les politiciens français de droite et de gauche que vous payez à une trace. Vous devez savoir, mes chers compatriotes, que dans ce domaine précis, là d'où découle, on le sait bien, plus de chômage, plus d'insécurité, plus de déficit, bref, ce n'est que le début du commencement. Car la situation va s'aggraver sans que nous puissions rien faire tant que nous n'aurons pas rétabli notre souveraineté sous nos frontières. Frontières que nous avons défendues, je le répète, pendant des siècles, y compris le fusil à la main. Eh bien, si nous ne faisons pas l'effort dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, nous serons submergés, nous serons minoritaires dans notre propre pays, comme on est déjà dans un certain nombre de communes françaises, même de grandes villes comme Roubaix. L'autre jour, à la télévision belge, c'est une histoire belge, je crois, hein. C'est une vraie histoire. On interviewe des élus musulmans de Schaerbeek, qui est une des banlieues de Bruxelles. Et très propre sur eux, cravate et tout. Alors, messieurs, quel est votre projet? Eh bien, nous avons l'intention d'établir la charia. La charia avec les lapidations, évidemment. Et les mains des voleurs coupées, bien sûr. Et quand comptez-vous établir ce système? Oh, nous pensons que la Belgique sera entièrement musulmane dans une vingtaine d'années. Ils en sont restés que marines, c'est comme le dire. Eh oui, mais ce n'est pas une hypothèse folle. C'est très simple, puisqu'ils font beaucoup plus d'enfants que nous. Et que surtout, l'assimilation dont nous étions partisans, en effet, faire des Français avec des gens qui manifestaient l'envie de l'être, l'envie de servir la France, de se considérer liés autant par des devoirs que par des droits, oui, par petite quantité, par petits groupes, comme nous avions d'ailleurs assimilé aussi bien les Polonais, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, en d'autres circonstances, et qui sont devenus des Français et des patriotes à part entière. Marie-Christine Arnautu, notre tête de liste à Nice, son père est macédonien et sa mère italienne. Et pourtant, je peux vous garantir que c'est une patriote française dorée sur franc, croyez-moi. Eh bien, ça risque de changer très vite. Et si nous n'intervenons pas, si le Front National, c'est le dernier barrage qui reste avec la décadence mortelle de notre pays. C'est clair. C'est votre honneur, c'est notre honneur, mais c'est votre responsabilité. Votre responsabilité personnelle. Car si un certain nombre de nos compatriotes pourront dire demain, ah, mais moi, je ne savais pas, personne ne m'a jamais dit ça, vous, on vous l'a dit. Vous savez désormais. Même si vous le saviez avant, si vous ne le saviez pas, vous le saviez alors. Vous n'avez pas seulement le devoir
de bien voter, mais ce n'est pas seulement de bien voter, puisque c'est le moyen que nous avons à notre disposition. Mais vous avez le devoir de rayonner autour de vous, d'expliquer tout ça à des gens qui ne savent pas, dans votre famille, dans votre métier, dans les ateliers, dans les bistrots, sur les lieux de loisirs, dire aux gens, savez-vous ce qui est en train de se préparer? Savez-vous ce qui va se faire? Je vais vous dire pourquoi. Le grand événement du XXe siècle a été l'explosion démographique du monde, passant en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. Un géopoliticien ami me disait l'autre jour, Jean-Marie, savez-vous quelle sera la population du Nigeria en 2050? Écoutez bien le chiffre, hein? C'est dans moins de 40 ans. Non. 440 millions. Il y aura au Nigeria une population de 440 millions. Il me dit, et il n'y aura plus de pétrole, parce que c'est la richesse actuelle du pays, et elle sera mangée, elle aura disparu. Voilà les perspectives qui s'ouvrent à ceux qui ne se contentent pas de se regarder le nombril, ce qu'il faut qu'ils votent leurs chaussures. Pour pouvoir voir la plaine, même il faut regarder la montagne. Et peut-être est-ce une de nos qualités, peut-être même une des miennes, que d'avoir vu plus loin que les autres. Et que les gens disent aujourd'hui, mais c'est vrai, dans le fond, Le Pen avait raison. Mais c'est vrai, il nous a dit ça, il y a 10 ans, il y a 20 ans, au moment où j'étais comme Jean le Baptiste, Vox clamantis in deserto, la voix qui prêche dans le désert. Et bien ce désert commence à grandir. Les Français commencent à en prendre conscience qu'ils sont un peuple étonnant. Voltaire disait qu'il était léger et cruel. Mais enfin, je lui laisse la responsabilité de sa déclaration. Mais c'est un peuple étonnant. Individuellement, les Françaises et les Français sont capables du meilleur. C'est extraordinaire de voir la qualité individuelle des gens, des héros français, des héroïnes françaises, et à tous les niveaux, dans tous les milieux, ça existe. Et puis, notre organisation sociale et politique, on dirait qu'elle est castre, que nous sommes en groupe, nous devenons impuissants. Alors il y a quelque chose à faire pour ça. Il faut changer cette chose-là. Si la perspective est celle de notre mort, de notre disparition, de la ruine de notre pays, et alors, nous devons, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure à ceux qui nous ont précédés, la piété, le respect pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, tous les sacrifices qu'ils ont consentis, et puis pour la beauté de notre pays, beauté d'ailleurs que les Français ignorent dans la plupart des cas, puisqu'ils vont de leur maison à leur bureau, de leur bureau à leur maison, ils vont en week-end dans leur maison de campagne, et en vacances, ils prennent la route de l'Espagne ou du Maroc, à travers les autoroutes, ils ne voient plus la France. Mais moi, j'ai arpenté la France. C'est vrai que c'est un pays superbe, un pays magnifique, varié, extraordinaire. Je ne voudrais pas que les Français se rendent compte de cela une fois qu'ils l'auront perdu et qu'ils se mordent les doigts. Alors, oui, mon message est un message douloureux. C'est comme celui qui vous annonce, ben voilà, vous avez telle maladie. Mais il y a des remèdes. Il y a une possibilité que vous vous arrachiez vous-même à ce destin-là. Et ça, c'est notre effort. C'est ce que nous devons faire. Il va y avoir une série d'élections qui vont nous permettre, l'une après l'autre, de remporter maintenant victoire sur victoire. Nous ne pouvons plus nous permettre de défaite avant l'élection de Marine et des députés français majoritaires. Il reste encore une semaine. Soyez prudents, messieurs, car ça va être la semaine de toutes les provocations et de toutes les agressions. Car ces gens-là ne supporteront pas de se faire évincer des fromages qu'ils occupent depuis des décennies, au point qu'ils finissent par croire que ça leur appartient.
et qu'ils aient un droit que nous n'aurions pas. Eh bien, nous allons leur montrer le contraire. Et méfiez-vous, faites très attention cette semaine, la semaine prochaine, pour que notre victoire, nous allons gagner. Bien sûr, nous n'allons pas remporter toutes les communes de France. Nous n'avons que 597 candidats et il y a 36 000 communes françaises. Mais nous allons marquer un but décisif qui va précéder de 2 mois l'élection présidentielle dans laquelle on va tomber immédiatement et à laquelle je vous appelle à participer activement en mobilisant autour de vous les gens qui dehors, l'Europe, ils sont contre, alors ils ne viennent pas voter. Il faut voter. C'est la seule arme que nous ayons. Alors il faut en profiter et jouer. Et je pense que là, nous aurons quelque chose, une surprise, peut-être la limite surprise, révélatrice. Et nous entrerons directement, nous sommes déjà entrés dans la campagne régionale, en vous rappelant tout de même cette ironie de l'histoire. L'UMP avait concocté une réforme électorale qui allait leur permettre de prendre les régions françaises. Taxe de la merde, de la gauche à un principe qui s'apparente un peu à la théorie du genre que rapportait Laurent Fontaine disait que déjà de son temps, c'était un peu des œufs cuire, engeigner autrui, qui souvent s'engeigne soi-même. Vous n'avez qu'à changer de mot et vous trouverez la véritable signification. Eh bien, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont perdu 20 régions sur 22. Et il y a 20 régions à gauche. Pourquoi? Parce que le système est un système qui fait que la liste arrivée en tête rafle la majorité absolue. Et que la gauche a été suffisamment à droite, elle, pour s'organiser, pour prendre la majorité. Alors, nous allons, à peine fini l'élection européenne, entrer dans la campagne des régionales. Et nous devons faire en sorte de conquérir un certain nombre de régions, et c'est possible. Il est possible que nous ayons des régions Front National, ce qui serait un tremplin, il faut le dire, assez remarquable avec les cantonales qui vont ensemble, n'est-ce pas, pour l'élection de 2017, qui sera l'élection royale, l'élection type, l'élection clé. Et nous allons là avoir les moyens, nous aurons à ce moment-là, et au fur et à mesure de toutes les campagnes, rassembler des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français autour de nous, des jeunes, des anciens, de toutes les catégories sociales. Vous savez que moi j'étais déjà de mon temps le premier chez les ouvriers, chez les chômeurs et chez les jeunes. Eh bien, Marine y a ajouté les artisans, les commerçants, les professions libérales et d'autres encore. Il y a que deux catégories qui nous résistent encore un peu. Ce sont les retraités, les personnes âgées, parce que d'ailleurs il s'agit d'un vote captif dans bien des cas. Les gens sont souvent dans des maisons où on vote à leur place, où on fait voter, n'est-ce pas? Et je veux dire d'ailleurs que vous devrez surveiller aussi cet aspect des choses, de défier des trucages électoraux, des manips auxquels nos adversaires sont rodés depuis des décennies. Je me souviens d'une confidence qu'on avait faite Tapi. En 88, il m'avait dit, oh, je connais bien le PS, dans chacune des circonscriptions, ils ont 400 bulletins sur le côté. 400 bulletins qu'on a introduits au bon moment dans le machin, qui font la balance. Comme on dit, il faut s'attendre à ce que pour gagner, nous fassions 54%. Voilà. À 54%, on a l'impression d'être élu. Mais au-dessous, il faudra se méfier. En tous les cas, il faut être mobilisé. Il faut se battre. C'est un challenge dont dépend notre vie. Je vous le dis avec sérénité, et avec gravité, même avec le sourire, parce que nous sommes ceux qui rions dans les tempêtes. Nous sommes ceux qui n'avons pas peur de l'adversité, qui faisons front, comme notre nom l'indique. C'est vrai, nous sommes pour la frontière, comme dirait Madame Ségolène Royal, pour la frontitude.
la devise des colonies de 14, c'était unis comme au front. Eh bien, moi, cela propose cette devise au Front National, unis comme au front. Il faut nous unir, il faut passer par-dessus nos différences. Il y a des gens qui viennent de partout au Front National, qui ont leurs propres caractéristiques, tout d'abord une indulgence à l'égard des personnes de la famille, à condition qu'ils tirent dans le même sens, quelle que soit leur race, leur religion. Je disais tout à l'heure en conférence de presse, le premier député du Front National était un député de la Réunion. Il n'avait pas été élu à la Réunion, mais il était député de la Réunion, et il s'est inscrit au Front National, et il a été le premier député qui a siégé au Front National. Et puis, nous avons défrayé la chronique quand même. J'ai été en montant le plus jeune, Marion a été la plus jeune de toute l'histoire de la République. J'ai une chose que vous pouvez dire aux personnes qui vous résistent un peu. Quand j'ai demandé à Marion d'être candidate, je lui ai dit Marion, il fallait que tu sois candidate, et puis ça me serait plaisir que tu sois candidate à 4 en trace, parce que là nous avons été insultés gravement. Il y a eu un complot d'État contre le Front National auquel se sont prêtés un certain nombre de ministres, dont le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il m'a dit non, écoute Jean-Pierre, non, tu sais, j'ai encore des oraux d'examen à passer, non, je ne veux pas. J'écoute Marie. Comment veux-tu que nous demandions aux jeunes de se battre à nos côtés si ceux de nos propres familles ne sont pas avec nous? Elle m'a dit ça, c'est un bon argument. Elle m'a dit bon, dans ce cas-là, je serai candidate. Et où elle m'a bluffé, et non seulement elle a été candidate, non seulement elle a été élue, mais elle a en même temps bossé ses examens et elle les a passés. Quand il y a une voie, il y a un chemin. Et nous avons des armes que n'ont pas nos adversaires. Ces armes appartiennent, comme aurait dit le défunt Mitterrand, aux forces de l'esprit, aux forces de l'âme, aux forces du cœur. C'est parce que nous aimons notre peuple, c'est parce que nous aimons notre pays, c'est parce que nous aimons la France que nous allons remporter la victoire décisive. Je me réjouis beaucoup du sentiment que vous venez d'exprimer dans cette salle et qui reflète notre volonté et notre courage d'aller de l'avant. Avant de vous quitter, et après avoir remercié Serge Larose et les organisateurs de cette magnifique manifestation, chantez ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Alors, enfants de la patrie, le jour de la paix arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui
sympathique. À la sortie, vous avez 2 drapeaux tricolores qui vous sont tendus pour que vous y mettiez votre obol. Nous n'avons pas l'argent des banques, nous n'avons pas l'argent de M. Tapi, nous n'avons pas l'argent de Lehman Brothers et des autres, nous n'avons que l'argent de nos militants. Vous voulez nous aider? Au fond de la salle, à ma gauche, il y a des stands. Il y a un stand où vous pouvez prendre des tracts. Vous pouvez adhérer ou réadhérer et vous pouvez vous inscrire car nous avons besoin de vous pour contrôler, surveiller les bureaux de vote. Je vous rappelle une dernière chose. Le 19 mars, sur le pont du 19 mars devant la gare de Toulouse, nous organisons une petite manifestation à la mémoire de tous ceux qui ont construit la France d'outre-mer. Par devoir de mémoire, nous voulons réhabiliter l'œuvre française d'outre-mer. Voilà, je vous remercie à tous et rendez-vous pour la victoire dimanche prochain et celui d'après.